スーパーインセイダー。 Faisant suite à l'entretien avec Kenzo Tsujimoto, président et fondateur de Capcom, voici maintenant le tour d'un trio de développeurs de chez Capcom, paru dans le numéro d'avril 1987 de Gamest. Tokuro Fujiwara, directeur de la première division de planification, est connu pour Commando, Ghosts and Goblins, Bionic Commando et plus tard Resident Evil en tant que directeur. Il y a également Takashi Nishiyama, directeur de la deuxième division de planification. Il a dirigé Street Fighter et plus tard Fatal Fury chez SNK. Enfin, Yoshiki Okamoto, directeur de la troisième division de planification, a dirigé plusieurs jeux d'arcade tels que 1942, Son Son et Sidearms. Il a également travaillé sur Final Fight et Street Fighter 2 par la suite. Après une interview tendue avec le président de Capcom, le moment est enfin venu de rencontrer les responsables des développeurs. Après avoir pris une profonde respiration, la porte s'est ouverte et 3 chefs de projet du département de planification et du développement sont apparus. Ils étaient impeccablement habillés, à l'image des jeunes urbains à la mode. Nous avons rencontré Monsieur Fujiwara, chef du premier département de planification, Monsieur Nishiyama, chef du deuxième département, et Monsieur Okamoto, chef du troisième département. Tous les 3 semblaient être dans la vingtaine. La tension était palpable. Capcom a été fondé il y a 3 ans. D'où viennent ces développeurs ? Pourriez-vous commencer par une brève présentation de vous-même et nous dire ce qui vous a motivé à rejoindre Capcom ? Capcom est une entreprise relativement récente. La plupart des dirigeants viennent d'autres sociétés. C'est également mon cas, ainsi que celui des 2 autres personnes présentes ici. Nous avons tous été transférés d'une entreprise bien connue. Pouvez-vous nous dire quel jeu chacun d'entre vous a pris en charge ? Nous avons discuté entre nous avant cette interview pour décider de ce que nous allions dire. Et nous avons décidé de ne pas révéler qui a été responsable de quel jeu. Alors, vous ne pouvez même pas nous dire quel a été le premier jeu que vous avez développé chez Capcom ? La raison pour laquelle nous ne pouvons pas dire qui a pris en charge quoi est que nous travaillons tous ensemble, en échangeant nos idées. Jouiez-vous aux jeux vidéo pendant vos études ? Pendant mes années d'études, je n'ai pas beaucoup joué aux jeux vidéo. Pour ma part, j'y ai beaucoup joué. C'était à l'époque où les jeux de tir type Space Invaders étaient à leur apogée. J'ai rejoint une entreprise alors que j'étais encore étudiant. D'abord comme stagiaire. Peu à peu, j'ai commencé à comprendre les rouages du métier et j'ai trouvé cela très intéressant. J'ai donc demandé à mon chef de l'époque si je pouvais continuer à travailler à plein temps et c'est ainsi que j'ai intégré l'entreprise. À l'époque, la copie de jeux était très courante. Je me suis dit que dans le futur, il serait important de développer des projets et des idées originales. Et comme l'entreprise avait une réputation quelque peu sulfureuse, je pensais que le travail y serait exigeant, mais aussi que cela permettrait d'avoir un impact significatif sur beaucoup de gens. Quand je retourne dans mon village natal, les enfants du voisinage me demandent « Où travailles-tu, tonton ?» Et quand je leur dis « Chez Capcom », ils me demandent « C'est un travail à la chaîne ?» Je leur réponds « Je suis concepteur de jeux ». Ils s'inclinent alors devant moi et me demandent avec admiration de réparer leur console Famicom. Aujourd'hui, être concepteur de jeux vidéo fait partie des 5 professions les plus désirées par les écoliers, ce qui est une reconnaissance incroyable, inimaginable il y a quelque temps. Par ailleurs, comment trouvez-vous les idées dans vos jeux ? Nous sommes des fabricants, donc nous partons de zéro, mais il y a peu de choses que nous voulons créer simplement parce que cela pourrait se vendre. Nous essayons de comprendre où va la société et nous intégrons ensuite nos propres idées et envies dans ces tendances. Moi, ce que je veux, c'est créer des jeux qui rapportent de l'argent, et je pense que ce qui rapporte le plus, c'est une boîte à offrandes. Une boîte à offrandes ? Oui, une boîte à offrandes. Mettre de l'argent dans une boîte à offrandes est lié à la religion, mais la boîte à offrandes que j'ai en tête est aussi simple que possible. C'est quelque chose qui touche directement à la sensibilité des gens. C'est en somme comme un jeu vidéo. Peut-être que des jeux comme Makaimura sont similaires à une boîte à offrandes ? Nous venons tous d'un milieu de designers, et il est facile de traiter les jeux comme une forme d'art, de les utiliser pour exprimer nos idées personnelles. Cependant, une entreprise est avant tout une organisation à but lucratif, et il est important de ne pas se perdre dans des aspirations artistiques. Je souhaite créer des jeux qui ne sont pas seulement amusants pour moi, mais qui plaisent au grand public. J'aimerais que nos idées de jeux trouvent leur place au cœur des activités quotidiennes des gens et qu'elles créent une onde de choc autour d'elles, captivant le plus grand nombre possible de passionnés.
L'année dernière, vos jeux étaient trop difficiles, n'est-ce pas? Je pense que les jeux récents de Capcom ne reflètent pas toujours les opinions de ceux qui les développent. Ils semblent s'adresser à un public un peu décalé par rapport à la majorité. Qu'en pensez-vous? L'année dernière a été un échec. Je pense que nous devons repenser notre approche des jeux. Nous avons encore beaucoup à apprendre. De notre point de vue, les jeux de l'année dernière, je pense notamment à Trojan et The Speed Rumbler, étaient trop difficiles. Oui, je pense qu'ils étaient trop difficiles. Nous testons les jeux en situation pour voir s'ils fonctionnent, mais je pense que nous n'avons pas été assez rigoureux dans nos évaluations. Qui prend la décision finale concernant la difficulté des jeux? C'est nous qui décidons. Pensez-vous qu'ils étaient trop difficiles? Oui, je pense. À l'époque, nous pensions que ça allait, mais avec le recul, c'était trop difficile. Et sur quoi basez-vous cette décision? Sur les ventes. Nous faisons des tests en situation avec différentes versions du jeu, certaines plus faciles, d'autres plus difficiles. Le dernier jeu que nous avons sorti était plus facile, mais il semble que ce soit encore trop difficile. Vous parlez de Sidearms? Pour ceux qui sont habiles, il est possible de terminer le jeu rapidement, mais les jeunes enfants ou ceux qui ne sont pas habitués à la vitesse échouent rapidement. En gros, si vous ne pressez pas les boutons rapidement, vous êtes submergé par les ennemis. Les experts peuvent aller jusqu'à la fin, mais vous manquez les joueurs de niveau intermédiaire, ce qui est un problème. Vous avez un bon œil pour cela. On dit souvent que les jeux de Capcom ciblent un certain type de public, n'est-ce pas? Oui, surtout moi, je cible un public spécifique. J'essaie de viser tous les groupes, mais cela finit toujours par ressembler à un croissant de lune. Que voulez-vous dire par croissant de lune? Cela signifie qu'au final, seule une partie des joueurs apprécie le jeu. Au début, cela ressemble à une pleine lune. J'essaye de viser tous les joueurs, mais à force de me perfectionner, cela devient un croissant de lune. La difficulté est également un aspect compliqué. Si vous y jouez tous les jours, cela devient vraiment facile. Et donc pour Sidearms? Sidearms c'est un croissant de lune? Allez, dites quelque chose. Il semble qu'il y a beaucoup de jeux qui disparaissent rapidement de nos jours. J'espère vraiment que Sidearms restera populaire longtemps. Si vous avez une bonne idée, n'hésitez pas à nous la laisser. Écrivez-la sur un papier ou quelque chose. Que pensez-vous des fins de jeu? J'aimerais qu'elles soient heureuses. C'est désagréable de perdre tout à la fin. Si vous gagnez une fois et perdez au tour suivant, c'est une victoire et une défaite. Il y a peu de gens qui vont jusqu'à la deuxième partie. S'il y a une option continue, je pense qu'il vaut mieux ne pas finir le jeu. Par exemple, près de l'écran final, si on choisit de continuer, on insère 100 yens, et si on obtient un game over immédiatement après, la valeur de ces 100 yens diminue. Qu'en pensez-vous? Du point de vue des joueurs, ils ont le désir de voir ce qui vient après, et ce désir est ce qui les pousse à continuer à jouer. Ce désir est l'un des besoins fondamentaux des joueurs, donc continuez. Je pense que c'est bien comme ça. Alors maintenant que nous avons bien entamé la discussion, quelles sont selon vous les différences entre un jeu qui se vend bien et un jeu qui ne se vend pas? Je pense que c'est tout simplement parce qu'un jeu est intéressant. Les graphismes et la musique attirent les joueurs avant même qu'ils ne commencent à jouer, mais ce qui compte vraiment, c'est à quel point le joueur peut s'immerger dans le jeu une fois qu'il y joue. C'est une question d'immersion émotionnelle, et aussi je dirais que c'est principalement le sentiment de satisfaction. Vous voyez ces emballages de gâteaux ou de biscuits avec des petites bulles à éclater? Une fois que vous commencez à les éclater, vous ne pouvez plus vous arrêter, n'est-ce pas? Il faut que ce soit quelque chose de simple et familier dans lequel on peut se plonger immédiatement. Pour moi, c'est aussi une question de rentabilité. Est-ce que l'on en a pour son argent? Est-ce que l'on ressent que l'expérience vaut son prix? Sinon, vous ne mettriez pas 400 yens pour un tour de montagne russe. Pour un jeu vidéo, s'il est vraiment amusant, vous seriez prêt à faire la queue pendant 30 minutes et à payer 400 yens pour y jouer. Que ce soit le sentiment de satisfaction ou l'immersion émotionnelle, c'est ce qui compte. Quant à l'envie de découvrir ce qui va se passer ensuite, c'est comme une série télévisée qui vous laisse toujours sur un cliffhanger, vous gardant constamment en haleine. Un jeu qui se vend bien, c'est un thème éternel. Que pensez-vous d'Arcanoid? Je trouve que c'est un jeu qui est sorti au bon moment, il est vraiment d'actualité. Je me suis dit, ils nous ont bien eu. C'était une question de timing et de graphisme, il n'y a pas d'incertitude. C'est vraiment une idée brillante, mais à ce moment-là, si j'avais proposé ce concept, je ne sais pas si le président aurait dit ok.
Peut-être que ce serait passé, mais on aurait sûrement pensé, vraiment, un casse-brique. L'année dernière, nous avons beaucoup appris. Cette année, nous comptons rendre la monnaie de leurs pièces pour Arkanoid. Oui, cette année, nous allons compenser pour l'année dernière. Cette année, nous avons beaucoup de projets et nous allons lancer de nombreux jeux. Notre esprit combatif brûle comme une flamme. Pour finir, quel est le jeu qui vous passionne en ce moment? J'ai dépensé 50 000 yens pour jouer à VEC Le Mans 24, mais c'est un peu embarrassant, n'est-ce pas? Pour moi, c'est Outrun, où je fais une balade en voiture avec une jolie fille. Je suis un vrai citadin dans l'âme. Actuellement, je ne joue à rien de particulier, mais parmi mes jeux préférés, il y a Spartanix, Donkey Kong, Mario Bros et aussi 10 Years Fight. En particulier, Mario Bros, pas Super Mario Bros, est un jeu très amusant. C'est comme jouer aux cartes. Oui, il dégage beaucoup d'émotions. Merci beaucoup pour cette longue discussion d'aujourd'hui. Nous attendons vos œuvres de cette année avec impatience. Ainsi s'est terminée la table ronde avec les 3 développeurs. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que ces 3-là ne sont pas des artistes, mais des entertainers. Ils sont passionnés par la création d'œuvres qui amusent les gens. J'ai ressenti une certaine affinité avec eux. On peut vraiment s'attendre à de grandes choses de la part de Capcom cette année.の